Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Voilà, la bonne humeur, c'est chaque vendredi sur Guérite TV Monde. Je suis encore là ce vendredi au milieu de Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Nous sommes là pour vous servir une fois encore votre émission préférée, les grandes contradictions. Nous allons démarrer dans un instant avec la rue au Puy, mais bien avant, Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Achille Wusso, bonsoir. Vous perdez même dans les salutations. Bonsoir. Ah ben, il faut saluer le grand frère d'abord. Bon, en tout cas, je n'ai pas dit non. Le droit d'aînesse oblige. Ce qui est sûr, vous l'avez déjà bien fait. D'accord. Gaspard Adjamossi, le premier sujet, une proposition de Fauzia Sefou, la rue au Puy. Donc, quelle serait votre réaction si vous découvriez l'infidélité de votre femme à travers son téléphone? Voilà. C'est le premier sujet. Oui, bon, c'est le premier sujet. Il n'y a pas un deuxième sujet de la rue. En réalité, ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas, le moyen importe peu. Si je découvre l'infidélité, ma réaction sera la même. Si c'est par téléphone ou si c'est visuel ou si c'est par téléphone, peut-être que le téléphone va cesser de fonctionner. C'est-à-dire le jeu sera cassé. D'abord. Va casser le téléphone. Non, quelle question. Le téléphone va se casser de lui-même, vous croyez? Vous aurez quel point vous avez pu vous justifier? Non, pardon. Justifier comment? C'est violent. Non, c'est pas de la violence. Plutôt que d'être violent sur celle qui a commis la faute, il vaut mieux être violent sur le matériel. Parce que quand on découvre l'infidélité, il faut garder son calme. Non, écoutez, je n'ai jamais été encore dans le cas et je prie et j'espère que je ne serai jamais dans le cas. Mais j'imagine que c'est extrêmement compliqué dans ces conditions-là de rester calme. Si vraiment je saluerai celui qui, dans ces conditions-là, va garder son calme parce que je suis sûr que quelqu'un qui découvre, que ce soit par téléphone, doit d'abord avoir... Quelqu'un de normal, quelqu'un d'anormal peut rester calme, mais quelqu'un de normal doit avoir une réaction d'abord brusque, à moins que cette personne-là n'aime pas sa femme, ou soit en copinage ou en tricherie avec sa femme. Sinon, de façon normale, une femme que tu aimes, une femme qui est ta femme, et que tu vois tricher, je crois que ça doit vraiment, tu dois avoir vraiment un grand problème, d'abord au cœur, ce qui n'est pas visible, et ensuite physiquement. Casser le téléphone. Bon, casser peut-être tout ce que tu auras sur la main à cet instant. En tout cas, quand c'est vérifié, c'est palpable, que tu vois, il vaut mieux qu'elle ne soit pas devant toi, il vaut mieux que personne ne soit devant toi. Vous ne voyez pas que ceux qui ont fabriqué les téléphones nous ont fait du bien, en ce qui concerne les clés, ou comment ils appellent ça, les codes sur les téléphones. Parce que si jamais on lance une opération zéro code dans les téléphones portables pour une journée, moi je ne pense pas. Vous savez, dans la vie, il y a toujours, quelle que soit la situation que vous prenez, il y a toujours le mauvais côté, le bon côté. Ne voyons pas les codes sur les téléphones comme des moyens de cacher l'infidélité, l'adultère ou tout ce qu'on croit. Ça peut que c'est peut-être des exceptions. Parce que tout le monde, celui qui a fabriqué le code, vous avez de code sur votre téléphone? On a fait le débat ici la dernière fois. Je ne cherche même pas à savoir s'il y a de code sur son téléphone. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est vous qui le croyez. Parce que a priori, il faut se faire confiance et découvrir par la suite que peut-être quelque chose ne va pas. Mais si vous allez vivre
dans la suspicion, dans la surveillance, écoutez, vous n'êtes pas prêt de vivre heureux et le cœur dégagé. D'accord. Achille Osso, lui, au moins, pour ouvrir le téléphone, il a un code. Pour aller dans WhatsApp, il y a un code. Pour aller dans Messager, il y a un code. Ah, sur mon téléphone, on vous le dit. Non, je n'en ai pas. Je n'ai pas de code. J'ai fini de l'avoir il y a environ 5 ans. Donc, après le mariage? Bon, avant le mariage même. Ah bon? C'est pour vous dire que je suis très sérieux. Le salon passage, ma soeur. Vous êtes quoi? Non, je n'ai pas entendu correctement la partie. Vous êtes quoi désormais? Je suis très sérieux. Ah bon. C'est pas désormais, je suis très sérieux. Ah d'accord. Vous avez bien entendu maintenant. Voilà, donc. Maintenant, on découvre, revenons au sujet, on découvre l'infidélité de son ou sa partenaire à travers son téléphone. Quelle est votre première réaction? Bon, en tout cas, que Dieu nous donne le calme de gérer une pareille situation. Sinon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous sommes dans un contrat de fidélité. C'est ça le mariage. C'est d'abord un contrat de fidélité. Et c'est vrai que nous, on est en Afrique. On ne va pas se cacher la face. En Afrique, les hommes ont cette faveur sociale, hein. Donc peut-être encore de tromper la femme. C'est l'Afrique d'hier, hein, non, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Quel que soit ce que nous allons faire, les valeurs demeurent, quel que soit ce que nous allons faire, la tradition est encore là. Et par rapport à ça, je crois que les femmes doivent comprendre que l'infidélité de l'homme en Afrique, en tout cas chez nous, encore au Bénin, on ne peut pas faire le débat. Et donc, elles sont obligées de subir, peut-être jusqu'à ce que un jour, on constate que qu'il y a problème. On constate que peut-être que les femmes ont pris le contrôle des choses désormais, mais tant que ce sera toujours les hommes qui auront qu'on appelle le pouvoir de gérer, les femmes seront obligées de supporter. Donc, quand je ramène le sujet à moi, et donc, je préfère que nous parlions de l'infidélité des femmes. Et donc, par rapport à ça, je crois que... Pourquoi l'infidélité des femmes? Non, j'ai déjà fait un développement pour montrer que l'infidélité de l'homme, chez nous, ne pose pas trop de problème. Et donc, l'infidélité de la femme, c'est ça qui pose véritablement problème. Et je crois que c'est ce qui ne s'accepte pas encore chez nous. Ça ne s'accepte pas. Et donc, par rapport à ça, je voudrais donc penser que lorsque ça va arriver, que l'homme, le mari, comment vous les appelez? Le mari cocu. Le mari cocu devrait donc savoir que il doit cesser avec la relation. J'ai du mal à le dire, mais bon, je crois qu'il n'y a pas de solution. C'est donc de mettre fin à cette relation-là, parce que si elle était vraiment à l'aise avec lui, elle n'irait pas encore chercher dehors. Donc si elle allait chercher dehors, ça veut dire qu'elle a trouvé mieux ailleurs. Et donc, par rapport à ça, je crois que ce qu'on peut proposer, c'est vrai que nous sommes sur un plateau de télévision et nous sommes suivis de partout dans le monde, mais bon, lorsque il faut dire les choses, il faut les dire telles qu'elles sont. Et donc, par rapport à ça, je crois que il ne faut même pas chercher à être violent, mais il faut mettre fin à cette relation. Il faut partir, tout simplement. Il faut partir. Voilà. Mas Gaspard Diamossi, vous avez souvent une phrase pour clôturer, pour conclure le premier sujet. Non, je n'ai pas de phrase à proprement parler. Sauf que quand Achille disait qu'il faut être satisfait avant, bon, je me dis non, c'est pas forcément. Il n'y a pas tout ça. L'affaire d'infidélité et autres, là, ce n'est pas forcément lié à la satisfaction ou non. Mais c'est peut-être lié au vice que chacun développe en lui. Même si l'on commence à concevoir qu'une femme de quelqu'un qui est hautement placé à la présidence de la République triche avec un petit haut fonctionnaire. Donc, vous voyez, donc, il y a beaucoup de... Sur le patron, le mari est occupé, le patron marié est occupé. Oui.
Bon, vous fait allusion à la situation de Balthazar ou quoi? Oui, et comment expliquer que quelqu'un comme Balthazar, que tout le monde qualifie d'être un vrai homme, soit de son côté aussi coquifié par son épouse. Ça veut dire que quelque part, c'est la dénorme. On ne peut rien expliquer dans ces genres de situations. Vous avez ramené le mot là. Ça date de 8 ans. Bonsoir au président, au passage. Hein, voilà. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi Achille-Ossou. Merci. Nous allons parler en sport à présent. Le deuxième sujet, après le match nul donc en terre libyenne, les Guépards du Bénin sont désormais donc qualifiés pour la prochaine CAN Maroc 2025. Mas Gaspard Adjamossi, quel enseignement peut-on tirer de cette qualification? Non, déjà que nous devons être satisfaits en tant que compatriotes, en tant que citoyens béninois, que notre sélection nationale, les Guépards du Bénin, se qualifie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en terre marocaine. On doit être d'autant plus satisfait que c'est depuis 2019 que nos représentants n'ont plus participé à cette compétition continentale. Et donc, on doit être satisfait, surtout que nous avons tenu en échec le Grand Nigeria et qu'on l'a fait, la qualification a été obtenue en terre étrangère. Je crois que c'est beaucoup de motifs de satisfaction. Les enseignements qu'on peut tirer, c'est que quand on veut, on peut. Je crois que quelque part, ce sont les réformes, je le dirais comme ça, entreprises par le président de la République qui sont en train de donner des fruits, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des multitudes de stades, même si on les dénigre, qui sont construits un peu partout dans nos communes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une politique qui est mise en place, donc on peut dire que les résultats ont commencé par donner peu à peu. Espérons que cela aille plus de l'avant. Espérons surtout que chaque fois qu'on ne compte pas surtout sur ce que nous appelons les expatriés ou les binationaux qu'on va chercher, mais qu'on compte véritablement sur ceux qui sont en place et qui jouent ici et qui sont véritablement des patriotes. Je ne dis pas que les autres ne sont pas patriotes, mais quand vous restez, vous êtes né en France ou en Allemagne ou ailleurs, et que c'est après 20 ans que vous découvrez que vous êtes béninois, je suis sûr qu'il y aura quelque chose qui va toujours vous manquer comme les gens comme nous. Les gens comme nous, bien sûr. Les gens comme nous autres. Voilà. Tout à fait. Voilà. Achille-Ossou. Oui, mais je voudrais d'abord dire bravo, bravo aux écureuils. En tout cas, donc, nous allons que ça soit en finir par code ou par nous habituer. Nous avons quitté le statut de rongeur déjà, pour le statut de prédateur. C'est bon. Et bien, nous avons constaté effectivement peut-être aussi que le nom a eu effet sur le résultat. Mais on peut le dire parce que officiellement l'accouchement. Comme si les écureuils ne se qualifiaient pas. Bon, non, ce que je voudrais dire, c'est que la dernière fois où les écureuils devaient se qualifier dans les mêmes conditions, c'est que nous avons mordu la poussière. Et donc cette fois-ci, nous avons vu une équipe très solide. Et donc, moi, je voudrais d'abord féliciter le travail du staff technique, de l'encadrement technique, de l'entraîneur. Et nous l'avons vu beaucoup parler. Donc, au départ, il nous énervait. Mais moi, j'ai fini par comprendre que c'est le principe des Allemands surtout. Donc, il paraît qu'ils ne mâchent pas leurs mots. Et donc, il nous disait un certain nombre de choses, mais au finish, son travail a payé. Et donc, ce que j'ai constaté d'autres, c'est que, oui, il y a un certain nombre de cadres, mais il a travaillé à un certain rajeunissement de l'équipe. Beaucoup de jeunes étaient sur le terrain, et surtout, dans ce match contre le Nigeria, le match retour, nous avons vu que la défense avait été pratiquement rajeunie. Et donc, ils ont fait le job. Donc, je crois que pour ça, c'est une félicitation. Et donc, le travail doit continuer pour que, effectivement, nous ayons des pierres de rechange pour l'équipe avant, donc, qu'on appelle le déroulement proprement dit, donc, de cette CAN-là au Maroc très prochainement. Donc, les enseignements, c'est que nous devons apprendre aussi à faire confiance. Nous devons apprendre à faire confiance. Et nous, les Béninois, nous avons ce défaut-là que nous sommes souvent un peu trop pressés. C'est partout. Nous sommes souvent, particulièrement au Bénin, nous sommes conscients donc de
de notre championnat. Nous sommes conscients que nous n'avons pas un championnat qui produit vraiment des éléments compétitifs. Notre championnat même n'est pas compétitif. Et donc, nous sommes conscients que nous n'avons pas de grands joueurs, de joueurs dans de grands clubs. Et donc, on ne peut pas attendre dans ces conditions-là un résultat. Moi, je pense que nous devons nous donner le temps donc, de bien travailler, de construire, de bâtir une équipe à même donc de nous représenter. On ne peut pas dire que le Bénin n'est pas une terre de football, n'est pas une terre de sport. Nous pouvons réussir. Et donc, pour l'avoir fait en Libye, pour avoir tenu la Libye, malgré tout ce qui a été, comme on l'avait déjà dit ici le vendredi dernier, malgré tout ce qui a été mis en place par les Libyens pour saper le moral donc, à l'équipe béninoise, je crois qu'ils ont tenu le coup. Ils ont tenu le coup, ils ont fait un match nul. C'est fondamental. Donc cela restera gravé dans les archives donc, de l'histoire du football de notre pays. Maintenant, et l'autre chose, c'est que la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au quart de finale. On doit savoir que nous avons le défi contre nous-mêmes donc de travailler à dépasser tout au moins cette étape-là, sinon de ramener le trophée. Donc je crois que cela fait partie donc voilà. Et je reste toujours avec vous, Achille Ossou. Que peut-on, que pouvons-nous donc espérer de cette j'allais dire de cette 5e participation du Bénin à une Coupe d'Afrique des Nations? Ben, j'étais dans une anticipation. Ce que nous pouvons espérer, comme vous me l'avez prêté tout à l'heure, c'est d'attendre que le Bénin soulève aussi ce trophée-là pour une première fois. Donc, une 5e participation, je crois que c'est suffisant pour que nous démontrions effectivement que nous sommes une équipe aussi compétitive, nous sommes aussi capables, si déjà contre un pays comme le Nigeria, nous avons pu donc faire ce que nous avons fait là. Donc il n'y a pas d'équipe qui peut nous résister. Et par rapport à ça, je crois que le Bénin devait être capable donc de dire qu'il va pour ramener ce trophée. Oui, je vous confonds souvent à Gaspard Adjamossi. Sinon, cette dernière question, c'était pour Gaspard. Mais Gaspard, quelle amélioration ou ajustement peut-on faire au niveau de l'équipe nationale? Il y a beaucoup d'améliorations. Ça m'amène à dire qu'il ne faut pas rêver, remporter le trophée. Moi, je n'ai pas envie et qu'on aille sur ce terrain-là. Oui, non, en foot, il n'y a pas de miracle. On va vous étonner. Oui, étonnez-moi. Je veux vraiment être étonné, mais je veux être réaliste. D'abord, les Allemands qui sont bavards, non. Les Allemands, pour ceux que moi je connais, sont pratiques, ils ne sont pas bavards. Jusqu'à parler de gris-gris, des choses qui n'existent pas. C'est vrai que les écureuils se sont qualifiés, mais moi je dirais que c'est du miracle. Parce que nous étions dans un groupe abordable. Oui, avec le Nigeria qui nous surpassait, mais on s'en est sorti avec 8 points sur un total. Ne me dites pas que le Rwanda n'est pas une équipe à craindre. On a pulvérisé le Rwanda 2-0. On était incapable de les battre chez eux. Alors qu'on menait 1-0, ils nous ont rattrapés, ils nous ont dépassés. Et donc, je dis, ça a été miraculé notre qualification, et donc il vaut mieux. Tout à fait. Donc il vaut mieux qu'on pense, tel que vous avez posé la question, à améliorer l'équipe, à chercher de bons éléments, à chercher un fond de jeu et à avoir une équipe cohérente pour nous sauver juste la face au Maroc et pas pour aller en demi-finale et pour remporter. Je veux dire qu'il faut limiter les dégâts, faire en sorte qu'on ait une équipe solide qui ne nous ramène pas la honte du Maroc. Parce que moi, je ne pense pas. Parce que je ne pense pas que nous ayons une équipe pour remporter ce trophée-là. Loin même de là. En tout cas, moi, je pense le contraire. Voilà, nous allons parler politique à présent. Troisième sujet, Gaspard Adjamossi, Steve Amoussou. On nous a déjà dit de ne plus parler de voilà, donc je reste sur Steve Amoussou, à nouveau devant la criette. Le dossier à nouveau renvoyé. Non, c'est d'abord un feuilleton, un véritable feuilleton. C'est vrai qu'on ne parle plus de frère Onvui, mais curieusement, depuis qu'il est arrêté, on n'entend plus parler de chronique. Et je crois que dans le développement du procès, du dossier, je crois qu'on est de plus en plus convaincu que peut-être c'est lui qui est... Parce que j'ai l'impression que le réseau est en train d'être connu et démantelé, où on comprend finalement qu'il y avait un expert et que ce n'était même pas le Steve Amoussou en café. Le frère Onvui en question qui rédigeait les chroniques, qui avait des spécialistes, que chacun travaillait dans son domaine, qui ne prêtait que peut-être sa voix à cela.
Et de toutes les façons, de renvoi en renvoi, on espère qu'un jour on saura la vérité dans ce dossier-là. Parce que, comme je le dis souvent, il y a deux procédures. Il y en a une chez nous, il y en a une au Togo. Espérons que dans l'une ou l'autre des procédures, qu'on puisse véritablement connaître un jour la vérité. La vérité. Et que ça soit Steve Amoussou, que ça soit Frère Oudi, que chacun regagne sa maison. Et qu'il y ait davantage de chroniques. Achille Oussou. Non, le vieux, il va revenir encore avec son inspiration. Non, mais je crois que ce qui est important, c'est que le mise en cause soit situé sur son sort. S'il a de prison à faire, qu'on le situe une fois pour de bon, donc que les va-et-vient entre la prison et le tribunal, que cela s'arrête. Même après condamnation, on défalque, que cela s'arrête. On défalque toute... oui, mais c'est vrai que psychologiquement, ça pèse lourd. Non, le problème, c'est qu'il peut être relâché et ce qu'il avait déjà fait. Il peut avoir une peine moindre que ce que le temps qu'il a déjà fait. C'est important que la procédure soit vraiment accélérée. Mais c'est vrai hein, que nous l'avons... La justice, c'est une question de taille. Nous l'avons toujours dit que c'est un feuilleton parce que ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est vraiment un feuilleton. Parce que les avocats avaient déjà fait peut-être l'erreur, hein, c'est la boutade, hein, d'avoir dit au départ que c'est Frère Oudi. Donc maintenant qu'on nous dise de ne plus dire que c'est Frère Oudi, je crois que la justice cherchera à établir le lien entre Amoussou, Steve et Frère Oudi. Et donc ça là, c'est une piste que les gens vont explorer jusqu'à la fin, avant donc de vouloir peut-être quitter, en fait éliminer cet aspect des choses. Et je crois que ce qui peut-être intéresse le plus, c'est cet aspect. Et c'est peut-être pourquoi ça traîne beaucoup. Mais si on peut accélérer les choses de façon qu'on arrive donc à le situer, ce serait tant mieux. Parce que, bon, vraiment, écoutez, on ne peut jamais vouloir, qu'on appelle, comme on le dit dans la Bible, hein, la mort du pécheur. Hein, on ne peut que chercher sa repentance. Et donc, si on peut le situer et que cela peut lui servir de leçon pour que les prochaines fois, lui-même, il puisse savoir que pour certaines choses, il faut prendre des dispositions, ce serait tant mieux. Je reste toujours avec vous. Le ministre de la Justice a rencontré cette semaine les partis de l'opposition, disons, le cadre de concertation. Voilà. Achille Oussou, l'audit de la liste électorale était au cœur des échanges. Oui, mais je crois que c'est un pan des discussions. Oui, c'est même une promesse personnelle du chef de l'État. Ça a été rappelé entre les démocrates et le président de la République qui a fait la promesse donc qu'il est disposé donc à les accompagner pour que cette liste soit auditée. Donc, mais c'est fondamental parce que c'est un outil qui peut être à l'origine donc de beaucoup de soulèvements dans le pays, parce que un outil aux mains donc aujourd'hui d'une équipe qui a été mise en place par le chef de l'État et sur la base de ce nouvel outil qu'est comment vous appelez comment vous appelez cette affaire, le truc numérisé, les actes numérisés là. Les CIP. Oui, donc je crois que c'est sur cette base là désormais que la liste électorale est établie. Et donc c'est important pour les autres acteurs politiques donc, de notre pays d'avoir l'assurance que c'est une liste qui n'est pas trépatouillée, ou ce n'est pas un système qui a été mis en place pour que cela profite le camp au pouvoir. Et donc, c'est important. Mais ce qui pose problème, c'est que déjà des voix s'élèvent pour déjà dénoncer comment vous appelez, non pas des exclusions, une exclusion parce que le parti FCBE a réagi pour dire que, en fait, qu'il a été même le premier à l'origine à tirer la sonnette d'alarme pour montrer qu'il y avait des corrections à faire et pour montrer que tout le monde devait être associé à la chose. Donc je crois que c'est important que le parti FCBE, qui n'est pas membre
de ce cadre de concertation soit associé donc désormais à tout ce qui sera fait. Et s'il y a encore d'autres partis qui souhaitent donc être membres, je crois que cela ne devrait pas gêner qui que ce soit, et oui, que tout le monde participe donc à cet audit. À cet audit. Gaspard Diamossi, peut-être le ministre a son timing, son agenda, peut-être après le cadre de concertation, ce sera peut-être le tout du parti FCBE et pourquoi pas RN. Oui, pourquoi pas. Mais je suppose que c'est parce que le cadre de concertation a demandé à être rencontré, que le ministre les a rencontrés, je suppose, parce que je n'en sais rien. De toutes les façons, partout où il y a la discussion des échanges, je crois que ça permet quand même d'avancer. Maintenant, l'affaire du fichier électoral, ça ne concerne pas que le cadre de concertation et le ministre ou les partis de la mouvance. Ça concerne tous les acteurs politiques qui aspirent à aller à une élection. Ça concerne d'ailleurs tous les citoyens. Et par conséquent, j'estime qu'on pouvait associer également, profiter de cette occasion-là pour associer également les autres forces politiques, que ce soit de l'opposition ou des autres partis de la mouvance, parce qu'un fichier électoral qui ne souffre pas de contestation, c'est déjà une garantie pour des élections transparentes, et on doit y travailler à mon avis. Gaspard Diamossi, un autre sujet, le 5e sujet, les nouveaux chefs quartiers et villages seront bientôt désignés par les partis politiques. Au moins 3 partis sont autorisés. C'est pas au moins 3, c'est 3. Ils sont 3. Et c'est sur la base. Lesquels? Il y a UP, il y a le... Il n'y a pas UP, il y a UP le renouveau. UP le renouveau. Il y a le bloc républicain. Et la FCBE. Les démocrates, non. Non, parce que c'est en réalité les partis qui sont arrivés à avoir des élus lors des communales. C'est bien ça, des communales de 2020. Voilà. Et je ne sais pas par quelle alchimie on a voulu, parce que si je ne me trompe, on n'avait pas fait les locales en 2020. Mais je crois qu'ils ont pu trouver une formule pour estimer que ce sont ces... Bon, je crois qu'il y a quand même des dispositions de la loi qui leur permettent, n'est-ce pas, de procéder à cette désignation. Mais vous entendez déjà dans l'opinion que des gens contestent déjà cet état de choses. La contestation, ça va même au-delà des partis comme les démocrates et autres. La contestation, c'est de se dire, mais c'est UP qui est allé aux élections, comment est-ce qu'aujourd'hui les UP le renouveler. Donc voilà, donc je crois qu'il faut trouver le timing nécessaire pour que cette question-là soit évacuée. D'autant plus qu'on va dans, je crois, dans un an environ à des élections générales au présidentiel, aux législatives, peut-être aux communales et locales. Moi, je ne trouve pas ce qui urge pour qu'on puisse vouloir aller dans la précipitation, nommer encore des élus. Même si c'est au niveau local. Non, attention, il me semble que les élections générales de 2026, en tout cas, selon ce que j'en sais jusque-là, ne prendront pas en compte les élections de base, et comment vous appelez, les élections locales. Donc, les élus, les chefs quartiers et de villages qui sont désignés maintenant resteront certainement en place jusqu'aux élections de 2031. Je crois que ce sera le cas. Alors, donc, en fait, ce n'est pas maintenant que cela a été dit, c'est dit depuis que le code a été modifié, qu'il y a des dispositions qui ont été introduites dans le code pour permettre que les nouveaux chefs quartiers et villages soient désignés à partir donc des résultats des élections de 2020. Et donc, ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps. Ça devait être fait depuis. Donc, je crois que là, nous sommes en phase avec les tests et on devrait peut-être féliciter la Sénat malgré le retard de s'être rattrapé par rapport à cela. Et donc, il revient maintenant aux partis politiques donc, de faire le travail parce que la Sénat a renvoyé déjà les partis vers les autorités préfectorales et communales pour que les dispositions idoines soient prises pour la désignation et l'installation donc de ces nouveaux chefs quartiers. Et parlant maintenant de UP, le renouveau, je crois que ça c'est une question qui sera discutée à l'interne. C'est vrai que c'était l'UP. Et vous avez bien fait de l'avoir annoncé. C'était l'UP qui avait qu'on appelle levé des sièges pendant ces élections-là. Le PRD est venu s'ajouter après. C'est UP qui n'existe plus. Bon, en tout cas, il faut s'entendre certainement parce que c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Les gens sont là depuis, ils ont travaillé.
Et n'oubliez pas que, par exemple, si nous prenons Lomé, nous prenons Porto-Novo, ou Porto-Novo ses environs, et ce que nous appelons les fiefs du PRD, n'oubliez pas que ceux qu'on se prépare à remplacer maintenant sont des PRD qui sont restés en place depuis. Donc, voilà, une longévité au poste. Donc, je crois que ça, là aussi, les autres chercheront aussi à goûter à la chose. Et donc, je crois qu'il reviendrait peut-être aux responsables du PRD, donc, de savoir raison garder et de savoir que, bon, et dans ce partage-là, il ne peut pas avoir la même chose que les autres. Tout finit par finir. Voilà. Nous sommes donc au thème de cette émission, mais avant de partir, le baromètre de la semaine, qui monte chez vous? C'est les guépards. Les guépards. Et qui descend? C'est les Libyens. Les Libyens. Merci. À vendredi prochain. Merci. Gaspard Adjamossi, oui, c'est terminé. Non, les guépards. Qui descend? Je vais dans l'actualité africaine. Comment on les appelle? Les putschistes du Mali. Vous voulez parler de Job Maïga ou comment il s'appelle? Non, Joël Maïga, c'est le Premier ministre parce qu'il a été un peu bavard, il a été dégommé. Donc, c'est le président Assimi Goïta qui, à mon avis, qui monte, qui descend. Qui descend. Ah, oui. D'accord. Merci beaucoup, Gaspard Adjamossi. Merci à toute l'équipe de préparation, à la réalisatrice spéciale, ou bien au réalisateur de l'autre côté. Patrice Ayonton en studio, c'était Latifat Komini. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Les Grandes Contradictions chez vous. À vendredi prochain. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.